Bonsoir, Monsieur Dosité Mangandou. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Monsieur Dosité Mangandou. Je suis pasteur, responsable de la communauté chrétienne Reste de Victoire. Mais on m'appelle toujours Berger Dosité Mangandou. Et les amis et puis d'autres personnes qui me connaissent très bien m'appellent aussi le bâton de commandement. Voilà, donc nous sommes ce soir pour vous répondre un peu à toutes les questions des fois que vous vous posez ou certaines choses que vous ne connaissez pas de nous. Alors donc l'occasion est propice pour parler de cela. Merci. Donc merci déjà d'avoir accepté de pouvoir faire cette interview. Ici nous sommes à Bienne, en Suisse. Donc vous résidez, vous vivez, vous habitez, vous et votre famille ici en Suisse, c'est ça? Oui, j'habite ici en Suisse, précisément dans la ville de Bienne, ou en allemand qu'on appelle Biel. Alors donc ça fait 14 ans que je suis ici à Bienne. Oui. Ok. Et là, comme vous avez dit, vous êtes responsable de la communauté Reste de Victoire. Oui. Pouvez-vous nous en dire un mot? C'est une église? C'est juste des gens qui se rassemblent pour pouvoir prier? C'est quoi exactement la communauté chrétienne Reste de Victoire? Oui, la communauté chrétienne Reste de Victoire, c'est une église qui évolue ici à Bienne depuis le 6 mars 2005 et nous travaillons en collaboration étroite avec la communauté, donc l'église méthodiste de Bienne. C'est une communauté qui regroupe toute personne de la langue française, mais dans la plupart des cas, il y a beaucoup plus de Congolais, des Angolais, des Camerounais, donc tous ceux qui parlent français. Il y a aussi des Suisses qui fréquentent notre communauté. Mais c'est une église qui est ouverte à tout le monde. Ok. On aura le temps justement de pouvoir entrer un peu en profondeur par rapport à votre travail au sein de la communauté chrétienne Reste de Victoire, mais on peut déjà dire que vous n'êtes pas que ça, vous êtes aussi coordonnateur d'une organisation qui s'appelle Eden. On va en parler aussi peut-être un peu plus dans la deuxième partie, mais pouvez-vous déjà dire un mot par rapport à ça, s'il vous plaît? Oui, par rapport à ça, donc tellement notre cœur est attaché à notre nation, la République démocratique du Congo. Oui, je suis coordonnateur de la vision de Papa Alain Moloto qui s'appelle Eden, Ensemble pour la délivrance de la nation. Donc ici en Suisse, si on parle de l'existence d'Eden, voilà, bien moi qui suis le coordonnateur de cette plateforme ou bien de cette organisation des chrétiens qui prient pour la délivrance de la nation. Oui. Évidemment, quand vous dites nation, vous sous-entendez pour vous particulièrement la République démocratique du Congo? Oui, quand on parle de nation, oui, chacun de nous est originaire d'un État, d'un pays. Donc moi en particulier, je suis congolais. Et quand on parle d'Éden, cela ne veut pas tout simplement la nation qu'on veut la délivrance, c'est pas que les Congos, mais toute personne qui est aussi qui vient d'une nation quelconque peut prier aussi pour sa nation. Exactement. On va, comme on a dit, prendre le temps d'entrer en profondeur par rapport à ces deux sujets particulièrement. Mais là, vous venez de dire justement que vous êtes de nationalité ou bien d'origine, je ne sais pas, vous allez le préciser, congolaise. Oui. Alors, parlez-nous un peu de vous. Donc, vous êtes né au Congo ou bien vous êtes né ici? Parlez-nous un peu de vous par rapport au fait que justement vous revendiquez votre côté congolais en fait. Oui, je suis congolais, mes parents, donc ma mère, mon père sont congolais. Moi je suis né au Congo, en République démocratique du Congo bien sûr. Alors j'ai grandi là, je suis venu ici en Suisse, j'avais donc presque à l'âge de 25-26 ans que je suis en Suisse, mais toute mon enfance, donc ma vie, je suis enraciné dans ce qui est du Congo démocratique, parce qu'il y a des Congos, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, donc pour préciser, c'est Congo-Kinshasa.
Donc vous avez fait vos études au Congo, hein. Vous avez suivi le cycle normal en fait des études jusqu'à avoir votre diplôme d'État. Vous m'avez dit ça un peu quand on était en train de préparer cette émission. Et puis en fait il était prévu en fait que vous puissiez faire des études supérieures. Mais il y a eu quelque chose justement qui s'est passé, qui a fait que voilà, vous avez choisi de ne pas le faire. Pouvez-vous nous en dire peut-être un mot éventuellement? Oui, bon, pour cela, ce que j'aimerais dire, c'est que, donc, comme j'ai dit, j'ai grandi, donc, je suis né en République démocratique du Congo. Précisément, je suis né dans la province de Bandundu, donc à Idiofa, ceux qui en connaissent Idiofa. J'ai étudié dans des écoles conventionnées catholiques, qui sont des collèges. Et dans ces écoles, dans ces instituts, je peux dire, nous, on ne connaissait pas ce qu'on appelle la corruption. Je n'ai jamais passé des classes en corrompant un professeur ou qui que ce soit. Donc c'était juste mon intelligence, ma capacité de faire quelque chose jusqu'à la passation des examens d'État. Et cela s'est fait que en 1992, l'année 92-93, c'est là que j'ai présenté mes examens d'État. Après la réussite, ça s'est fait qu'il fallait, comme la famille, tout le monde voulait, mon père voulait que je fasse, je continue mes études en médecine, en économie ou bien en droit. Mais ça s'est fait que le premier jour, une fois quand nous sommes rendus au campus pour l'inscription, dès le moment où on voulait s'inscrire, à ce moment, on n'a même pas la probabilité que le nom va sortir ou pas. Mais cela n'empêche, j'ai encore au niveau de l'université de Kinshasa, des oncles, des familles des plus proches qui sont aussi professeurs à l'université. Mais dans la famille, on me disait, tu vas t'inscrire, bon, tu seras quand même candidat de ces oncles-là, ça sera automatique. Mais ce qui m'avait vraiment fort touché, c'est que juste pour les premiers pas de s'inscrire, les gens qui prenaient qui inscrivaient les gens, ils voulaient déjà demander de l'argent. Or, parlant de la corruption, pour moi, c'était quelque chose que je détestais. Et cette situation ne m'a pas plu. Et j'ai dit à la famille, j'ai dit non, moi si c'est dans de telles conditions et puis connaissant aussi ce qui se passe, comme ça a toujours été dans l'université ou bien au Congo en général, en tout cas, je ne me voyais pas moi étudier dans des conditions où il y a la corruption, où il y a toutes ces choses-là. Non, je ne me voyais pas. Non, c'est ça. Cette question est particulièrement importante parce que justement, vous venez de raconter une anecdote qui date de plus de 20 ans. Mais moi, j'ai cru comprendre, c'est vraiment en ce moment-là parce qu'il faut dire que vous êtes très engagé, hein, sur tout ce qui concerne le Congo. Ouais. Hein, vous avez le Congo chévier au corps, hein, comme on dit. Ouais. Donc, moi, j'ai cru comprendre, c'est vraiment à ce moment-là que cette espèce de vocation pour le Congo, enfin, si on peut appeler ça comme ça, cette espèce de souci pour le Congo est né suite justement à tout ce que vous avez pu rencontrer à ce moment-là. Est-ce que il y a une part de vérité dans ce que j'affirme ou peut-être il y a encore autre chose qui fait que justement vous êtes autant engagé, vous vous sentez autant engagé pour votre pays? Oui, il y a une partie de vérité que je peux dire, mais ce qui est aussi bien, c'est que j'ai connu un père. Donc mon papa, il a terminé ses études normales à l'époque en 1956. Et il était parmi les bâtisseurs, je peux dire, ceux qui ont ouvert des écoles. Et donc c'est quelqu'un qui était un pionnier. C'était avant les indépendances. C'était pas tout le monde qui avait cette opportunité. À un moment, il a voulu faire la politique, mais ça n'a pas marché. Suite aux événements de Pierre Molele, je pense que beaucoup de Congolais connaissent cette personnalité, et il a renoncé à cela. Donc il était enseignant, il était directeur d'école primaire, connaissant un peu le système de ce qui était du Congo. En tout cas, de lui, j'ai appris beaucoup de choses. Et comme je venais de dire, j'ai étudié dans une école conventionnée catholique. J'ai grandi dans un milieu
presque intellectuel. Et pour moi, tout ce qu'on racontait pour notre pays, c'était des choses auxquelles je ne pouvais pas imaginer qu'un jour on se retrouve dans cette situation. Et vivre aussi les contrastes de tout ce qui se passe ou de tout ce qui s'est passé à l'époque, pour moi, c'était... Je ne me voyais pas dans toutes ces histoires. C'est pourquoi, lorsque j'ai renoncé à cela, la famille me disait, mais si tu ne peux pas étudier ici ou comment, qu'est-ce que tu vas faire? Là, c'est à ce moment qu'ils ont proposé. Oui, ils m'ont inscrit en Belgique, à Namur, à l'Institut Saint-Aubert-Sainte-Élisabeth. Mais bon, vu certaines situations qui sont arrivées en famille, cela n'a pas pu donner l'occasion que je puisse voyager à ce moment. Mais ce qui était important, c'est que la situation était telle que je ne pouvais pas, je me posais la question de savoir, quelqu'un qui veut finir par exemple en section ou bien qui veut faire la médecine, mais tu finis tes études dans la corruption. Imaginez les pires, où tu seras confronté devant tes patients, mais tu n'as pas assimilé tes études, tu n'as pas assimilé tes connaissances, qu'est-ce que tu vas faire? Alors pour moi, ouais, c'est comme vous dites, ça fait partie un peu de ma détermination pour aimer le Congo, pour penser et croire qu'un jour, une situation peut changer dans ce pays. Ok, et ça fait partie justement de ce que vous allez faire, ou bien vous savez que vous faites déjà dans le cadre du projet Eden dont on aura à parler. Mais il faut dire aussi que dans les mêmes années 90, les Français disent 90, il s'est passé aussi un événement qui fait que justement aujourd'hui vous êtes responsable de la communauté chrétienne Reste de Victoire. Hein, vous êtes converti en fait, comme on dit. Ouais. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, ma conversion, ça s'est passé en 1994. Et comme je dis, quand j'ai fait mon examen d'état, fin 92, donc l'année 92-93, ça s'est fait que j'ai fait un voyage en bateau le long de la rivière Kasaï, passant par le fleuve Zaïre, le fleuve Congo. Donc ça s'est fait qu'un jour nous sommes arrivés quelque part dans un village où on devait faire le chargement de ces bateaux. Et au lieu de passer 2 ou 3 jours comme c'était prévu, cela nous a pris au moins 2 ou 3 semaines. Et pendant ce temps, les autres bateaux qui passaient, parce que c'est le moyen de transport le plus utilisé au Congo, vu que l'état des routes et puis tout ça, ça marche pas. Et dans ces bateaux, on avait besoin tellement, les autres qui passaient, il y avait trop de choléra, des maladies, des choses comme ça. Mais en tout cas, dans les bateaux où nous on se trouvait, les gens avaient le désir de prier. Mais pour prier, ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait les conduire. Ils ont regardé partout dans les bateaux, il n'y avait personne et ils m'ont pointé du doigt pour dire que non, c'est toi qui vas conduire la prière, tu vas exhorter. À ce moment, je ne connaissais rien. Bon, comme je dis, j'ai grandi dans l'école conventionnée catholique. La notion de Dieu, je connais, j'étais servant de messe, j'étais quand même dans l'église, mais je ne pouvais pas me tenir devant les gens pour leur parler de la parole de Dieu. Et cette occasion a fait que j'ai pu prêcher, j'ai pu parler de la parole de Dieu. Je ne peux même pas vous dire qu'est-ce que j'avais prêché à ce moment, mais tout le monde était content. Alors ça s'est passé en 92, 93. Mais en 94, ce qui s'est passé encore, c'est qu'un jour, j'étais avec des amis, bon, comme au Congo, chaque jeune s'engage un peu comme IP. C'est au travers de la radio Message de Vie, donc du pasteur Coutinho, que j'écoutais les enseignements. Et l'enseignement que j'ai écouté parlait de la repentance et du vrai repentance. Et c'est à partir de là que mon cœur était saisi. Je suis allé jusqu'à cette époque, c'était à la rue de l'enseignement 17, dans la commune de Kasavubu. Je commençais à suivre des enseignements jusqu'à ce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'était en 1994, oui, à l'armée de Victoire. Ok, et donc vous avez déjà commencé plus ou moins à servir au sein
à servir Dieu au sein de cette communauté, en fait, Armée de Victoire? Oui, au sein de l'Armée de Victoire, je servais déjà le Seigneur. Et j'avais beaucoup plus de connaissances avancées de la Bible parce que la religion dans des écoles conventionnées catholiques, je peux dire, c'est un cours de base. Ne connaissant pas la religion, c'est un peu difficile. Et puis l'église, tout, c'était vraiment quelque chose que je connaissais. J'avais une connaissance de la parole de Dieu, malgré que Jésus-Christ n'était pas vraiment au plus profond, le Seigneur ou le Sauveur de ma vie. Et quand j'étais dans l'Armée de Victoire, j'évoluais dans la cellule de Yolo Sud avec les bergers Fédé Tanzei et tous ceux qui sont de l'Armée de Victoire qui les connaissent. Alors donc c'est là que j'œuvrais. J'étais dans l'équipe d'évangélisation, dans la formation des disciples. Voilà, donc j'étais très engagé. Et puis Dieu avait fait grâce, presque dans tous les petits marchés tout autour de Yolo. En tout cas, si je m'y rends, on a passé des moments où j'allais prêcher, même dans des bus, dans des choses comme ça. J'étais vraiment engagé, même au niveau de l'église, j'étais engagé. Ouais. Ok, donc c'est avec tous ces bagages, en fait, hein, donc le côté vraiment congolais, soucié du Congo, soucié d'améliorer les choses pour le Congo, et aussi la foi chrétienne que vous avez découvert, avec laquelle vous avez évolué pendant un certain temps, que vous êtes débarqué justement en Europe. Vous avez débarqué en Europe à la fin des années 90, au début des années 2000. Hein. Oui. Ouais, donc on va parler de ça en détail, mais je voulais quand même conclure un peu cette première partie où on parle de vous personnellement, par préciser le fait que vous êtes orphelin de père et de mère au jour d'aujourd'hui. Vous avez la particularité d'avoir perdu votre maman très tôt. Vous avez l'âge de 2 ans, donc vous n'avez pas connu votre maman. Pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu ça et si ce fait-là a eu de l'influence sur votre vie pour que vous puissiez être aujourd'hui ce que vous êtes éventuellement? Oui, je pense que la perte de ma mère, telle que je peux dire, je ne l'ai pas connue. Je connais ma maman qu'au travers des photos. Il y a encore un autre cher que j'ai perdu quand j'avais, je pense, 8 et 9 ans. C'est là aussi qui a changé beaucoup de choses, c'est mon grand frère. Donc à l'âge de 2 ans, oui, bien sûr, j'avais perdu ma mère. C'était après un accouchement que maman est partie. Et je ne connaissais pas, on m'avait presque gardé secret, je ne savais pas. Et puis après, papa s'est remarié. Mais le seul fait que notre deuxième maman, comme je peux dire, je l'appelais vraiment pas maman, je l'appelais maman, mais avec son prénom. Moi, ça m'intriguait un peu. Et c'est quand j'avais 8 ans, comme je venais de le dire, j'ai perdu un frère parce que nous sommes une famille pour le moment avec notre maman de 8, puisqu'on était 9. Donc c'était 7 filles et puis 2 garçons, en perdant ses grands frères qui étaient pour moi un pilier. Moi je pense qu'à mon âge de 8 ans, quand ses frères est décédé, j'ai pu gagner 10 ans de plus. Alors j'ai pu gagner 10 ans de plus. Et mon père, c'était celui qui, vraiment, il était quelqu'un, comme je dis, quand il est décédé, je l'ai appelé un vaillant héros. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué, qui m'a aidé beaucoup. Et puis à partir de lui, j'ai forgé un caractère. Et puis je peux voir le monde autrement. Et puis c'est ça qui fait aussi que certaines choses, je ne les affronte pas comme tout le monde. Mais bien sûr, c'était peut-être difficile. Mais après coup, je trouve que oui, il y a aussi un avantage à cela. Et papa est décédé il n'y a pas longtemps, en 2012. J'étais en vacances en 2012, au mois de juillet et août. J'ai vu papa aussi, j'ai prêché dans une église où il était là, il était content, il m'a salué, il m'a dit: mon fils, voilà, je suis fier de toi. C'est une grande église de la ville de Kikwit. Et puisqu'on était en vacances avec toute ma petite famille,
Et quand je suis rentré ici en Suisse, un mois après, presque exactement, un mois après, et j'avais appris ces nouvelles que papa était décédé. Donc pour moi, c'était un bonheur d'abord de les revoir. Et un mois après, je suis encore retourné au Congo pour participer aux funérailles et puis à son enterrement. Ok, alors on va peut-être faire une pause pour boire un peu d'eau, pour souffler un peu. Merci déjà pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes après cette petite pause. Merci. Merci.